des métastases à tous les niveaux. Et vous savez comme moi qu'à partir du moment où un cancer métastase, eh ben on a beaucoup plus de mal à l'enrayer et à le soigner. Ben c'est pareil. Il faut que le corps social soigne sa famille. Et donc, à nous de faire entendre notre lumière et notre voix, notre spécificité, notre plus-value, liée à nos sources, dans les milieux dans lesquels nous vivons. Si par exemple, chaque foyer musulman peut être, pour l'entourage, pour le voisinage, une lumière, un havre de paix dans lequel on a envie de venir discuter, dans lequel on a envie de venir apprendre, se rencontrer, alhamdoulilah, c'est déjà énorme. Si chaque famille musulmane est un havre de quiétude qui permet aux enfants d'avoir envie de rester chez eux jusqu'à un certain âge, je rassure tout le monde, il y a un certain âge où il faut que les enfants ils aillent loin. À 20 ans, c'est pas grave s'ils vont se marier, grandir et tout ça, c'est plus des enfants, rappelez-vous. Mais comment voulez-vous que des enfants aient envie de rester chez eux si chez eux ça se limite à entendre crier, si chez eux ça se limite au rappel constant d'obligations et qu'il n'y a pas de dialogue, de communication possible avec ses parents? Pourquoi voulez-vous qu'il ait envie de rester chez lui? Si on n'a jamais le droit d'inviter un camarade de classe. Il y a des familles où c'est comme ça. On n'invite pas de camarade de classe. Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'il est bizarre, parce qu'on ne sait pas d'où il sort, parce que... moi, je vous dis au contraire. Si vous voulez savoir avec qui vos enfants sont à l'école ou qui est-ce qu'ils fréquentent, recevez-les. Comment vous voulez les connaître sinon? Offrez-leur l'hospitalité que l'islam nous demande de faire. Si on s'accroche à nos sources en les croisant avec les sciences dites profanes, entre guillemets, vous verrez qu'ils disent la même chose. Parce que le haqq, la vérité, elle est partout la même. Vous pouvez la tordre comme vous voulez, hein, elle finit toujours par revenir à son état originel de vérité et à crever les yeux de tout le monde. Dans une famille, la priorité de piliers qui seront sûrement développés par Houssinou Mali tout à l'heure, mais en tout cas, s'il y a deux fondamentaux dans un foyer musulman qui ne doivent vraiment pas être négligés, c'est ordonner le bien et interdire le blâmable, ça c'est central. Combien de familles ont des discours mais font l'inverse? Mon fils rentre en prison, je vais lui faire une fête quand il sort. Fête de quoi? Je te félicite d'avoir été un délinquant, bravo. Parce qu'en général, chez nous, on rentre rarement en prison parce qu'on a aidé des sans-papiers ou qu'on a fait ce genre de choses-là. Si c'est ça, vous pouvez lui faire une fête. Je viens la première. Si vous m'invitez, je viens, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est un délit, et quand je vous dis que le droit positif est bien fait, les délits qui sont réprimés en France, de façon générale, sont réprimés par le droit musulman. Donc je vois pas au nom de quoi je vais honorer mon fils d'une fête. Parce que si je fais ça, ni j'ordonne le bien, ni j'interdis le blâmable. Quand je m'autorise le mensonge, quand je m'autorise la négligence de mon époux ou de mon épouse, qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Ensuite, un des deuxièmes piliers qui me paraît essentiel, c'est le respect du droit de chacun. On a tendance à manger les droits des enfants sous prétexte que ce sont des enfants. Subhanallah. Où, quand, comment? Pourquoi? D'où ça sort ça? C'est pas nous, c'est pas nos sources qui nous apprennent ça. C'est pas le droit français. Le droit français, il reconnaît que les enfants ont des droits. Ah, depuis pas longtemps, c'est vrai, depuis moins longtemps que nous. C'est vrai, mais alhamdoulilah, ils y sont venus quand même. Au nom de quoi, alors, je mange le droit d'un enfant sous prétexte qu'il est un enfant? Je vous rappellerai le hadith dit du bol, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en cercle avec ses compagnons, et il aurait dû donc donner son verre à droite pour qu'il puisse être bu, et il se trouve que c'était un jeune compagnon qui était à sa droite, et quelqu'un de plus âgé qui était à sa gauche. Il s'est tourné vers son jeune compagnon en lui disant: jeune homme, me permets-tu de prendre sur ton droit pour l'offrir à ton aîné? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non. J'aurais fait pareil à sa place, hein. Il a eu raison. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? D'accord. C'est normal, c'est son droit. C'est pas parce que c'est un enfant
Que nous, on n'a même pas la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose même pas la question. Je vais prendre sur ton droit parce que t'es un enfant, c'est comme ça. Bah, qu'est-ce que vous lui avez appris en faisant ça? La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça que vous lui avez appris. Alors après, vous pouvez me dire, je lui ai jamais dit ça. Je lui ai toujours appris, l'islam il a dit, il faut faire comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Allah azza wa jalla il a dit. Ah, c'est bien, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille pour apprendre à ton enfant que le droit des gens, on le mange pas? Même à la caissière du supermarché quand elle s'est trompée. On lui mange pas son droit. Et même si c'est 20 centimes, on lui ramène. C'est comme ça que dans nos familles, on va pouvoir faire vivre nos sources pour être une lumière, bihaoulillah, pour le reste de nos concitoyens. Ce qui nous amène à redéfinir le modèle, le modèle familial. C'est un modèle à inventer en fonction de l'époque et du lieu dans lequel vous vivez. On l'a dit tout à l'heure, reprendre le modèle de famille polynucléaire tel qu'il est pratiqué au Maghreb ou en Afrique subsaharienne ou ailleurs, c'est pas possible ici. C'est pas possible. Donc ça sert à rien d'essayer de le prendre et d'importer, je dirais, un bout de Maroc, d'Algérie ou de Tunisie pour ne vexer personne dans mon appartement. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas faire revivre la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie de vos grands-parents dans votre appartement au mépris de tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, reproduire le schéma familial de façon aveugle de cette façon est toujours une erreur. Et on le sait depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque même l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, nous disait n'élevez pas vos enfants pour votre époque. Ils ont été conçus pour une époque différente de la vôtre. Subhanallah. Quelle sagesse et quel côté visionnaire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient, parce que c'est exactement ça. En élevant vos enfants, alors c'est même pas avec votre modèle à vous, c'est avec celui de vos parents, donc c'est-à-dire avec ceux de leurs grands-parents, vous les préparez pas du tout à la vie qu'ils vont avoir. C'est une certitude, c'est pas possible autrement. Donc ne le faites pas. Rappelez-vous en plus que Yawm al-Qiyamah, c'est même pas une excuse, puisque le Coran nous dit que des gens diront nous avons suivi la voie de nos pères. On les a trouvés dans l'erreur, et ben on a fait comme eux. Eh ben non. S'ils étaient dans l'erreur, avec tout le respect que je dois à mes parents, ça veut pas dire que je vais aller chambarder le modèle familial de mes parents, parce que pour eux, il n'est pas une erreur. Il était propre à leur époque. Moi, je vais doucement inventer, créer, changer le mien. Ça veut pas dire non plus se couper de ses racines. Ça veut pas dire j'oublie qui je suis, d'où je viens, et je jette tout ça aux orties, et hop, 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 un homme nouveau. Non, non, non. C'est pas ça. Je connais mes valeurs, je connais mon histoire, malheureusement pas assez souvent, et je questionne mes racines. Qu'est-ce qui, dans ce qui est passé dans mon héritage familial, est déjà conforme à l'islam ou pas? Parce que sans vouloir offenser personne, il existe parfois dans nos pays d'origine des règles familiales, des us et coutumes familiaux qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je prendrais pour exemple dans les groupes berbères d'Algérie notamment. Je sais pas pour les autres pays, c'est pas par ostracisme que je le fais. Voilà, je sais pas, mais en tout cas pour les groupes berbérophones d'Algérie, les femmes n'héritent pas. Les femmes n'héritent pas parce que la terre est considérée comme indivise par le clan des frères, des hommes, hein, on est dans des sociétés patrilinéaires pour faire court, et les femmes n'héritent pas. Est-ce que l'islam nous dit que les femmes n'ont pas le droit d'hériter? Non. C'est une pratique culturelle de base. Si moi je me dis, voilà, je suis algérien, je viens en France, et je me dis, bah moi j'ai vu mon père, j'ai vu que ma mère, elle a jamais rien hérité. Et bah donc mes filles, elles n'hériteront pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Perpétuer quelque chose qui est contraire à l'islam. Ça veut pas dire que les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait en connaissance de cause et que c'était exprès. C'est pas le lieu, pas le débat. Mais ça prouve bien qu'il faut questionner nos habitudes culturelles pour les faire passer dans le filtre de deux choses. L'islam, premier filtre. S'il passe ce filtre-là, l'époque dans laquelle je vis, deuxième filtre. Et en fonction de ça, je pose les jalons de la famille que je crée. Allahu a'lam. Et
l'exhérédation, donc le non-héritage des femmes, était quelque chose de courant et d'admis. Et bien entendu, aucune femme n'a jamais porté devant le tribunal de aucun des wilayas d'Algérie ce type de problème. Parce que le faire, ça voulait dire se couper du clan, et ça voulait dire être condamné à une errance seule au monde pour le restant de ses jours. Donc ça veut dire qu'on admet, parfois, sous la pression du clan, des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, quand bien même on le sait. Et nous aussi on fait ça des fois. Et ça, dans nos familles, c'est quelque chose qu'on doit questionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses culturelles qu'on peut garder, alhamdoulilah, mais on doit toujours les questionner. Se questionner, se positionner par rapport à ces choses-là. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir fonder, je dirais, une famille, il faut commencer par le plus petit noyau, c'est-à-dire le couple. Il faut un couple déjà stable, solide, avec de l'affection, pour pouvoir espérer fonder une famille qui, elle, à son tour, va donner stabilité, bonté et affection aux enfants. Et bien entendu, ça nous amènerait à poursuivre sur l'éducation des enfants, mais là, il nous faudrait peut-être toute la vie pour arriver à en faire le tour, tellement c'est une tâche longue et compliquée. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que, je sais pas combien de temps il me reste. Encore un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. C'est bon ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est un djihad permanent de construire sa famille, tout comme c'est un djihad permanent de réfléchir aux modalités de création de sa famille. Donc, je dirais que le taqlid familial, si vous me permettez l'expression, n'est pas bon, mais a souvent cours. Pourquoi ? Parce qu'on se marie, on a des enfants, on n'y a pas réfléchi avant, on est un peu pris de court, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce qu'on a déjà vu. C'est logique, c'est humain. Et ce que j'ai déjà vu, c'est mon père, ma mère. Alors on a de la chance quand le